quel univers t'as grandi? Yes. Du coup, moi, j'ai grandi à Saint-Cloud dans le 92, donc proche Paris, région parisienne, avec le métro et le train pas loin pour rentrer dans la capitale. Saint-Cloud, ça fait partie du riche 92, donc j'ai vécu dans un milieu, comment on dit, plutôt bourgeois. Pas spécialement moi et ma famille, mais surtout mon entourage, du coup, de l'époque, puisque on a déménagé plusieurs fois entre Puteaux. Avant, on était à Puteaux, puis après, on est allé à Saint-Cloud. Et du coup, moi, j'ai eu un super environnement, puisque Saint-Cloud, c'est très vert, c'est beau. J'ai toujours été dans le public, mais j'ai eu une super école, collège, lycée, etc. Donc, honnêtement, un environnement propice. Et à la maison, donc j'ai un grand frère, j'ai mes 2 parents, et j'ai toujours eu un environnement qui me laisse m'exprimer, avec certes des règles. On avait une certaine liberté, et vraiment propice à, je sais pas, se sentir bien, à s'éduquer, à apprendre, avec forcément, comme tout le monde, certaines difficultés. Mais honnêtement, j'ai eu de la chance, et c'était assez fluide. Et j'ai fait du basket très tôt. Un des sports qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, puisque du coup, je jouais à Boulogne-Billancourt au basket. Et on jouait au début en départemental, puis en régional, puis en national. Et du coup, très jeune, à 7, 8, 9 ans, j'ai compris qu'en fait, le monde, c'était pas comme Saint-Cloud. Et ça, c'était important de comprendre, parce que moi, j'avais tous mes potes de Saint-Cloud qui pensaient qu'en fait, tout ce qu'on vivait, c'est normal, c'est partout pareil. Quand t'es Entouré de jeune, gens pareils. voilà, c'est normal d'avoir une maison avec un jardin. Bah non, c'est pas normal. Loin de là. Même si tout le monde n'a pas que ça à Saint-Cloud, il y a une dynamique quand même avec de l'argent. Et du coup, je me rends compte où je suis pote avec des potes, enfin des joueurs de tous les milieux. Et du coup, je vais dans plein d'autres villes, je rencontre, je découvre. Et moi, je me souviens, ça avait marqué où je dis, en fait, on est des putains de privilégiés, quoi. Donc, il faut en faire sa force, il faut le capitaliser, il faut comprendre son ouverture ailleurs et être un peu un caméléon. Donc, moi, j'aime bien me définir comme un caméléon. J'arrive à m'adapter. Donc, cet environnement de début m'a aidé à être un caméléon dans la vie. Ok. Et tu as été bercé dans un environnement entrepreneurial? Tes parents sont dans cet univers-là ou pas tant. Mon père et ma mère ont fait leur carrière dans la même entreprise. D'accord. Mon père, ingénieur. Vraiment la casquette de l'ingénieur, entre guillemets, parfait, dans l'industrie qui était le traitement des eaux, donc très technique. Et ma mère, avocate et juriste, dans une boîte du CAC 40. Et toute sa carrière jusqu'à la fin où elle s'est lancée à son compte en tant qu'avocate en droit des affaires. Ça tombait bien parce que moi je montais mes boîtes, donc du coup il y avait des sujets communs. Support, ouais. Mais donc du coup pas d'initiative entrepreneuriale, si ce n'est que mon père, au-delà d'avoir fait sa même carrière, a toujours fait plein de choses en parallèle. Beaucoup d'immobilier, beaucoup par lui-même, plein de choses. Donc vraiment la débrouille, tu vois, il y a les travaux, c'est lui qui va les faire plutôt que de prendre une entreprise sous-traitance jusqu'à un certain niveau. L'organisation des vacances. En fait, j'ai vu beaucoup de débrouille et ça, c'est peut-être son côté. Donc mon père est d'origine d'Haute-Savoie et ma mère de Perpignan. Et c'est le seul de la contrée qui est parti à Paris. Donc il y a eu un peu un rejet, mais au final, il a gardé ce côté. Ses racines montagnardes où on se débrouille et on fait les choses. Donc il y a ça, je pense qu'on a un peu dans l'ADN. Et mon frère, donc comme je disais, j'ai un grand frère qui a plus de 4 ans, a été rapidement dans l'entrepreneuriat dès son école de commerce. Donc moi qui étais un peu plus jeune, ça m'a sûrement bercé, mais ça m'a conforté et accéléré, mais j'étais déjà dans le mood projet. Enfin, je me posais plein de questions à ce sujet, donc j'ai pas spécialement été bercé là-dessus. Moi, ça m'a attiré plus qu'autre chose. Mais tu restais une perso créative et une perso entrepreneuriale à la base. Ouais, à la base, direct. Et raconte-moi, parce que kimono, c'est pas ton premier coup. Non. Tu t'es un peu cherché avant de trouver ton kimono. Ouais. Et tu as eu un paquet de projets en étant sur les bancs de l'école ou après. Ouais, c'est tu peux me raconter dans les grandes lignes les projets par lesquels tu es passé avant d'arriver à kimono? Ouais, dans les grandes lignes, donc moi j'aime bien faire la fête. Donc mon premier projet, même au collège, en 3e, ça a été d'organiser des soirées dans des clubs. Donc c'était des before, c'était de 19h à minuit, il n'y avait pas d'alcool. Mais il y avait cette dynamique de vente des préventes, communiquer, vendre. Et donc j'avais adoré. Donc ça a été mes premiers pas sur, on va dire, un peu mon indépendance entrepreneuriale. Mon premier projet
un peu plus sérieux, ça a été au lycée de faire le suite officiel de mon lycée, donc lycée Alexandre Dumas, qui avait un gros sentiment d'appartenance. Et je voulais justement faire comme aux États-Unis ou en Angleterre, avoir un suite qui nous représente. Et donc, du coup, je lance ça, je passe par toutes les cases, fournisseur, production, négociation avec l'école, communication, vente, logistique. Et j'adore. Donc, moi, ça a été déclic de vie de faire ce projet. C'est d'ailleurs très lié à l'histoire de Kimono. À la fin, la boucle est bouclée. Mais du coup, moi, ça a été déclic de vie de me dire, bon, bah maintenant, à partir de maintenant, en parallèle de mes études, de ma vie d'étudiant au lycée, je vais avoir un projet qui m'anime dès le réveil. Donc, je m'oriente de plus en plus sur la partie business. Donc, je rentre en école de commerce. Pendant 3 ans, je fais tous les projets possibles et inimaginables sans que ce soit une structure, une société. Donc, je fais mes armes de confiance en moi, et là où je suis bon, qu'est-ce qui me manque, où est-ce que je dois trouver des complémentarités, où est-ce que je dois travailler. Donc là, je fais beaucoup d'événementiels à ce moment-là et d'autres types de projets, vraiment, quand tu y penses, tu te dis pourquoi. Mais c'est ce qui te permet de grandir. Et donc, premier projet concret, ça a été avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Harold, qui a monté Com d'ailleurs, qu'on connaît maintenant. Ça a été une boisson relaxante. Donc ça a été le premier projet. À l'inverse l'inverse du Red Bull, donc une Bull, boisson, une boisson qui est là pour t'apaiser, une boisson apaisante. Et donc on avait fait une super com, du crowdfunding pour financer la création de la boîte et de la recette. On lance les premières opérations et très rapidement, on a une proposition de rachat parce que c'est un concept ultra innovant, qu'il y avait beaucoup de boissons naturelles et c'était sur la tendance du bien-être. Et donc, du coup, au bout d'1 an et demi, on a cédé l'activité à un repreneur qui a racheté la recette et la marque en gros. Donc, ça a été un premier projet qui nous a... Assez flatteur, qui nous a mis dedans bien et qui m'a conforté de me dire, bon, bah, en plus, les idées peuvent rapporter. Deuxième projet... Pareil, pas pareil, mais un peu par accident, comme souvent, même si c'est drivé par une dynamique. Je lance je vais essayer de faire court parce que ça va être long sinon, mais je lance une boîte qui s'appelle La Récolte. Et en fait, à la base, c'est juste, on n'avait pas cours le mercredi. On revenait de nos échanges universitaires, moi aux États-Unis et mon associé au Mexique. Et on avait connu les grands campus universitaires avec toutes les offres qu'il peut avoir. Et nous, on revient dans notre campus dans le 15e, où il n'y a rien, à part un distributeur. Et du coup, La Récolte, c'était des stands de salade de fruits frais, jus de fruits, légumes croquants, soupe, voilà, tous les trucs que tu peux avoir chez Jour ou autre. Et du coup, on le fait à la base parce qu'on n'a pas cours et pour se faire un peu d'argent. Ça cartonne. Donc, on réitère la semaine d'après. On se dit, mais en fait, il y a un truc à faire parce que si on le duplique dans tous les campus de Paris, Île-de-France, voire France, c'est intéressant. On candidate au concours des jeunes startups de l'école, on le gagne, donc on a le droit de faire notre stage de fin d'études dedans. Et là, l'aventure explose d'un coup, on a 30 points de vente et c'est la vraie petite entreprise. J'ai connu, il n'y a rien de digital. Tu achètes ton camion, tu crées tes stands à la main, on faisait tout homemade, on tenait nous-mêmes des points de vente. Tu allais à Rungis pour chercher des cartons? Ouais, au début. Après, on allait au marché de Belleville et de Barbès. Donc, on était les habitués là-bas, 6h du matin tous les jours. Moi, j'étais le seul à avoir le permis, donc je faisais la livraison de tous les points de vente. C'était plus le mercredi, c'était tous les jours? C'était tous les jours. Okay. C'était full time et on faisait beaucoup d'événementiels. Super aventure qui m'a compris la résilience, la dureté du travail, concrètement, et les galères permanentes. J'ai une résilience. Des produits frais, c'est hyper galère. Et toutes les galères que tu peux imaginer. J'ai une résistance aux problèmes assez forte maintenant, notamment grâce à ça. Cette aventure a donné naissance à une 3e boîte qui, toujours dans le même concept, mais on avait rajouté un produit innovant qui est le contenant, ça s'appelait Mouti, et on avait créé un contenant qui permettait d'avoir à boire et à manger dans une seule main. Et du coup, ce contenant donnait une vraie différence, un vrai positionnement de marque. Et là, c'était plus dans les campus, c'était tous les endroits où tu as les mains prises, donc gare, aéroport, centres commerciaux. Et du coup, on a ouvert plein de points de vente. Donc, galère x10, puisque du coup là c'est encore plus sérieux, les règles sont encore plus dures et c'est dur la restauration, franchement ça m'a un peu dégoûté. Après faut aimer. Ensuite il y a eu une boîte d'événementiel. Tu sors comment? Tu fais des exits de ces boîtes-là? Non, la Récolte devient la fusion de Mouti, donc on apporte les assets dedans et Mouti, je quitte l'aventure parce que ça me plaît plus au bout de 2 ans et demi, et je m'entends plus trop avec mon associé, et donc je revends mes parts et je quitte mon mandat. Donc assez simple, ça s'est bien passé. En parallèle de tout ça, j'avais une agence événementielle qui organisait des événements un peu innovants à Paris, où la marque, on l'a cédée à un groupe qui faisait encore l'événement et on avait juste des royalties.
Et voilà, et on arrive en 2015 où Kimono... non, 2015, 2017. Pardon. En 2017, en 2017 où Kimono... on a l'idée de Kimono, ça prend goût, et ça prend forme, pardon. Et ça, 6 ans et demi après... Pour revenir sur Kimono et au moment de la genèse, si tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que tu déjeunes avec... je prends un café, ouais. Avec Alice. Alice Zaguri, voilà. CEO de The Family. Vous évoquez le concept du besoin d'appartenance, Ouais. du besoin d'équipe, de fédérer, et l'idée vient à ce déjeuner-là. Ouais, c'est ça. En fait, donc je quitte En fait, j'ai été diplômé entre-temps. Je quitte ma dernière aventure. Donc, c'est la première fois de ma vie, peut-être 6 ans après, puisque de ma première année d'école à 2 ans de plus post-diplôme, j'ai toujours été... Voilà, où j'ai rien. Tous mes potes sont... Alors que tu pourrais tout faire. Et Ouais. C'est le moment où tu as le plus de temps. C'est ça. Et du coup, je me dis, j'ai plusieurs options. Soit partir en voyage et m'inspirer. À ce moment-là, j'avais pas d'argent parce que j'avais tout réinvesti. Soit trouver un job comme tous mes camarades de promo. J'ai tenté l'expérience une semaine, ne serait-ce que de trouver des jobs. Rien que lire des job descriptions, ça m'a déprimé. Ça m'a déprimé. Je me suis dit, non, ça c'est mort. Et après, il y avait trouver une autre idée. Et j'avais pas d'idée. Donc je me suis dit, quand on n'a pas d'idée, il faut rencontrer, il faut échanger, il faut discuter. Ce qu'on oublie souvent, parce que c'est comme ça que viennent les meilleures idées. Et à l'époque, The Family était à son top. Je suivais bien les événements. J'y allais de temps en temps. Et j'avais rencontré Alice 2-3 fois. Et je lui avais écrit en disant, voilà, moi je suis entrepreneur comme ça. Vous êtes comme ça. Je suis sûr, il y a quelque chose à faire ensemble. Elle me dit, viens, on en discute. Et ça dure 2 heures. Je m'en souviens comme si c'était hier. On parle entrepreneuriat. On parle culture, comme tu dis, sentiment d'appartenance, etc. Et on s'amuse à la définir. Et mon petit projet des pulls de l'époque... déclic, je lui décide d'en parler en disant que j'avais fait cette expérience. Et là, les 2 silex créent l'étincelle. Et elle me dit, mais tu sais que nous, dans toutes nos boîtes de notre portefeuille, on a un besoin de créer des vêtements personnalisés un peu sympas pour créer sentiment d'appartenance et changer du goodies un peu pas très qualitatif. Et je rajoute une autre personne dans la boucle qui est Hugo Benz, qui du coup est l'acteur textile qui a une usine. Et je lui dis, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, c'est un ami de mon frère. Tu l'avais rencontré par ton frère. Par mon frère, exactement. On s'était croisé un anniversaire. Et lui, il était dans le textile à ce moment-là. À fond, pendant 10 ans, il a fait que ça. Et du coup, je lui dis, je connais un tel. Du coup, ok, magnifique. En une semaine, on se met d'accord et 2 mois après, c'était lancé. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Donc si j'avais pas mentionné ce projet Les Suites, on aurait peut-être eu une autre idée, un autre projet. Ça se joue ça se joue de peu. Mais c'est étonnant comme les planètes s'alignent et comme ça met en avant, enfin ça met en musique ou en lumière un paquet de choses chez toi et de ton réseau déjà à l'époque. Clairement, Non, mais et en plus de ça, là, j'imagine que l'acquisition des premiers clients était relativement facile. Clairement. Après, il fallait faire la différence et sortir du réseau de The Family, mais c'est quand même... Non, c'est clair. Tu peux me donner quelques chiffres pour qu'on se représente un peu la dimension de ce qu'est devenu Kimono après un peu plus de 6 ans? Ouais, tout à fait. Donc Kimono s'est lancé en mars 2017. On est une petite 60aine. On fait, l'année dernière, 10 millions de chiffre d'affaires. Cette année, normalement plus, entre 12 et 15, en fonction du dernier trimestre. Rentable depuis peu, puisqu'on a eu une logique de start-up mindset. Maintenant, rentable. On a des bureaux à Paris et Bordeaux. On bosse avec plus de 10 000 clients B2B, donc autant des startups, des PME et des grands groupes. Donc c'est vraiment bien réparti aujourd'hui. Et on a 4 offres, en tout cas 4 métiers différents. Et on en a d'autres qui arriveront et qui répondent à l'approche simple d'être des culture designers. Donc notre métier, c'est de designer la culture des entreprises à travers ces 4 métiers que je peux citer rapidement. On a une partie dont on parlait juste avant, faire des vêtements et des objets personnalisés. Le merchandising, Merchandising, exactement, qu'on appelle maintenant cette année. L'office design, donc de l'aménagement de bureau. On a une casquette d'archi, on redesign des espaces. Une offre de conseil en culture, où là on développe une méthodologie avec les dirigeants, les DRH, qui veulent formaliser ou actionner leur culture. Et une dernière offre qui s'appelle Kimono Life, qui est l'organisation événementielle, donc séminaire, team building, off-site. Ça permet de faire le lien avec cette envie de faire la teuf que tu peux avoir et qui anime chaque équipe. Exactement. Ok. Dans ces 6 années, on pourrait se poser la question au départ, pourquoi est-ce que ce projet... Je trouve que l'idée, et sans la minimiser, est assez simple. Ouais. Ça fait peut-être partie, moi, des projets que j'ai eu à un moment donné en me disant mais c'est canon parce que ça mélange plein d'éléments passionnants, le design, la matière, la couleur, la culture, l'appartenance, quelle est votre identité, c'est fascinant. Et la diversité de clients aussi et de projets, ouais. C'est toujours différent.
Et on pourrait se dire, qu'est-ce qui fait que celui-ci, pourquoi ça a marché chez toi alors que c'était un projet qui était sur un coin de table. Ouais. Quand on voit ton expérience, quand on voit Alice, quand on voit The Family à ce moment-là, on comprend que dès le départ, la dimension elle était déjà d'une autre envergure et tu as vite une longueur d'avance par rapport aux autres. En fait, il y a eu un alignement, comme tu dis, je pense. Il y a eu ce premier métier, ce premier projet. Il y avait une passion. Et aujourd'hui, je fonctionne encore plus comme ça. C'est que les meilleurs projets, c'est quand il y a une vraie passion que tu ressens et dont tu vas tout donner. Et il y avait un alignement des planètes parce qu'il y avait une association qui était parfaite pour le début, une association qui nous a donné, qui était lourde dès le début, dans le sens où il y avait du réseau, du business, de la créativité, du background. Donc tout de suite, on est allé de manière ambitieuse. Et moi, j'ai toujours pensé kimono de manière ambitieuse. J'avais fait mes armes avant, j'avais eu des belles histoires, des moins bonnes, et je me suis dit, ok, celle-ci... il en faut une qui sort du lot et qui m'amène... Celle-ci, c'est parti, quoi. Okay. Et donc, du coup, j'ai mis l'exigence, la rigueur, et même quand j'étais tout seul dans l'opérationnel ou deux, on était déjà dans ma tête un grand groupe, quoi. On structure, on processe, on avance, et on va atteindre les étoiles sur un marché où, certes, il est comme ça, nous, on va lui mettre... on va taper dedans, et on va éclaircir toute cette grisaille, et on a réussi.